proposé par Hype FM. Bonjour et bienvenue dans ce dernier carte sur table de l'année 2015, une année particulièrement riche en événements, compte tenu bien sûr des commémorations du centenaire. Et ce matin, nous allons revenir sur les faits les plus marquants de cette année écoulée. Avec vous, Valentin Caprélian, bonjour. Bonjour Asmik. Alors, je le disais, cette année a été riche en raison des commémorations du centenaire. Et évidemment, nous allons ouvrir cette année, cette émission bilan de l'année 2015 avec les actions qui ont été menées, les plus importantes, les grandes déclarations, les commémorations les plus symboliques. Et nous allons ouvrir tout simplement, logiquement, avec la réunion qui a eu lieu en janvier 2015 à Yerevan de la commission d'organisation des commémorations, la réunion panarménienne qui a été marquée par une déclaration très forte de Serge Sarkissian. Alors, déclaration très importante le 29 janvier à Tzizernagapert, où pour la première fois, les Arméniens, je ne dis pas l'État arménien, parce que c'est l'État arménien, la diaspora, toutes les organisations qui sont mis d'accord pour dire que non seulement nous nous souvenons, mais aussi nous revendiquons, nous demandons officiellement, et où nous parlons du traité de Sèvres, où nous parlons de Wilson. C'est quand même un changement radical, on n'en a pas beaucoup parlé, mais cela marque les esprits des Turcs aussi, qui comprennent finalement que les Arméniens, 100 ans après, ne lâchent rien, et ça va au plus haut niveau du sommet de l'État aussi. Donc c'était une déclaration très importante qui a eu sa suite dans tous les événements et les commémorations qui ont eu lieu à travers le monde. Donc effectivement, le mot d'ordre de cette année du centenaire, c'était « je me souviens et je revendique ». Donc cette idée de la revendication signifie qu'il y a une exigence de justice qui a été réaffirmée, vous le disiez, par les Arméniens, c'est-à-dire l'ensemble de la nation arménienne, ce qui était la nouveauté, en tout cas une nouveauté dans l'unité, pour ce qui concerne l'unité. Alors, c'est vrai que c'était dans les esprits, il faut le dire, sinon ça n'aurait pas été adopté si facilement. C'était dans les esprits, tout le monde avait une revendication, mais là, on a uni, ce slogan a regroupé aussi dans sa dimension politique, revendicative, au-delà de la revendication des commémorations et des manifestations, c'est aussi un regard vers l'Ouest, c'est-à-dire les territoires. Alors cette idée de la réparation, elle a effectivement figuré en filigrane ou de façon très explicite dans de nombreuses déclarations. On va y revenir dans un instant, mais maintenant qu'on a posé un petit peu les bases de ce centenaire avec cette déclaration forte de Tzizernagapelt, on va venir aux différentes déclarations les plus fortes et on pense évidemment à celle qui a eu lieu le 12 avril. On se déplace maintenant d'Ichméazine au Vatican pour retrouver le pape François qui reconnaît officiellement le génocide des Arméniens, mais surtout qui célèbre une messe retransmise donc dans le monde entier pour les catholiques du monde entier. En présence des deux catholicos, Kim Ier, deuxième et Alain Ier, et ce pape, c'était attendu. Je veux dire, pour une première fois, on se dit, le pape a promis, le pape tient sa parole, et puis on l'a souvent dit, ce pape était toujours proche des Arméniens, il avait reconnu le génocide quand il était Monseigneur et cardinal en Argentine. Donc, rien de nouveau d'un point de vue personnel, individuel. De sa prise de position à lui, individuelle. Mais en tant que pape, c'était la première fois. Il a engagé toute l'Église catholique et le Vatican, et c'était vraiment la déclaration qui a fait beaucoup de jaloux, parce que même les plus grands chefs d'État ont été gênés par cette déclaration. Eux qui, politiquement, n'étaient pas capables d'avoir ce mot de reconnaissance, comme aux États-Unis, alors qu'on a vu que le Vatican avait ce courage d'affronter la Turquie qui, à chaque fois, comme dans le cas de l'Autriche, comme dans le cas du Vatican ou ailleurs, rappelait ses ambassadeurs, donc ce sont des menaces du côté turc, donc le pape n'a pas écouté ces menaces. C'est une pression. Et derrière les menaces, il y a aussi tout le travail qui est fait pendant des semaines et des mois pour stopper ces reconnaissances. Donc au Vatican, ça n'a pas marché pour les Turcs.
Donc cette déclaration forte du pape, elle a été reprise à de multiples reprises par la suite, dans de nombreuses déclarations. Je pense notamment à celle du Parlement européen, qui faisait référence à cette déclaration du pape, cette prise de position du pape. Alors, il y a eu cette année beaucoup de reconnaissances officielles par des États, des gouvernements, des Sénats, des assemblées nationales. Selon le bilan qui a été fait à Yerevan par cette commission d'organisation du centenaire, il y a eu cette année, au total, nous sommes arrivés à 24 États ayant reconnu officiellement le génocide contre 15 l'année précédente, c'est-à-dire 9 de plus. On ne va pas tous les citer parce qu'il y en a. On ne veut pas minimiser la portée de ces reconnaissances, mais des plus petits comme le Chili, le Venezuela. En Amérique latine, une forte poussée de la cause arménienne. C'est vrai, en Amérique latine. D'ailleurs, c'est pas étonnant qu'on voit cette mobilisation là-bas parce que non seulement parce que les communautés arméniennes sont très appréciées, bien intégrées dans ces communautés, mais l'Uruguay 65, c'était déjà l'Amérique latine. Donc il y a un travail, même je dirais que pour la reconnaissance de l'État du Rarapar, il y a aussi un vent qui est soufflé depuis donc cette région-là du monde. Oui. Donc il y a une mobilisation pro-arménienne. D'ailleurs, on l'a vu aussi en Mexique quand il y a eu la statue de Haïdar Aliyev qui finalement n'a pas été érigée. En tout cas, elle a été mise de côté. Donc, ça veut dire que ces pays-là sont sensibles aux questions des droits de l'homme, même si chez eux, ils ont eux-mêmes certains problèmes. Alors donc, on a assisté à de nombreuses prises de position qui faisaient référence à cette déclaration du pape. Et il y a, pour continuer dans ce vent cette vague de reconnaissance qui a balayé un petit peu toute la planète en cette année 2015, en tous les cas, cette prise de conscience dans des pays où on n'en avait encore jamais parlé, très très forte, il y a eu, pour citer les événements les plus marquants, cette déclaration du président allemand le 23 avril, c'est-à-dire la veille du 24 avril, qui a eu des mots très clairs, qui non seulement reconnaissaient la réalité du génocide, et laissait entendre également qu'il y avait, du côté de l'Allemagne, un passé trouble qu'il fallait regarder en face. Alors, il y a quelques années déjà, la Bundestag a reconnu une sorte de responsabilité allemande dans le génocide des Arméniens sans nommer les choses, sans parler de génocide. Sans parler de génocide. Là, le président allemand, c'est le chef de l'État. C'est vrai que c'est la chancelière qui mène le jeu en Allemagne. Oui, parce que c'est un régime parlementaire. Oui, mais sauf que le président, ça reste le chef de l'État. Symboliquement, c'est très important. Et à la veille du 24 avril, ce mot avait porté un impact très très fort, surtout que le lendemain, toutes les forces politiques au Parlement allemand ont revendiqué la reconnaissance du génocide arménien. Toutes les forces, sans exception. Mais après on a vu la suite, on a compris que débat, il n'y a pas eu vote de résolution, ça s'est arrêté là. Ça s'est arrêté parce que la Libye, c'était de dire qu'on a besoin de temps pour mettre face à face les différentes propositions des groupes parlementaires. Alors, encore une fois, l'Allemagne n'est pas allée jusqu'au bout. L'Allemagne, et on l'a vu avec Merkel, son voyage pour aller voir Erdogan il y a 2 mois pour lui dire qu'on vous donne de l'argent, on veut que vous rentriez dans l'Union européenne et que vous stoppiez les réfugiés à l'intérieur de vos frontières. Donc on voit qu'il y a la diplomatie fait son chemin, encore une fois, entre l'Allemagne et la Turquie. C'est-à-dire que la Turquie doit être ménagée compte tenu de ce contexte des réfugiés dont vous veniez de parler. Mais revenons donc un petit peu en arrière. Donc on est au mois d'avril et il y a cet espoir qui est porté par cette déclaration du président allemand qui s'éteint rapidement puisque quelques semaines après on s'aperçoit que il n'y aura pas de résolution de voter. En revanche, de nombreux journalistes, de nombreux chercheurs, de nombreux historiens révèlent la collaboration, la coopération, la complicité, le rôle joué par l'Allemagne dans le génocide arménien. Et là, il y a un impact sur la société allemande. On peut espérer que, grâce à cette implication révélée, la société allemande poussera, d'autant plus qu'il y a, alors ça, il faut le signaler, le parti écologique, les Verts, qui est co-présidé par un turco-allemand, germano-turc, qui demande la reconnaissance du génocide. Alors ça, c'est quand même exceptionnel et c'est là qu'on voit qu'il y a quelque chose qui bouge dans la société turque. Je dis turque parce que je prends en considération qu'il soit d'origine turque. Oui, c'est un binational. Voilà, donc, et puis, on voit, et d'ailleurs, on peut le voir aussi en France, même si les contacts sont à un niveau pas assez élevé, pas assez
large, mais il y a des Turcs dans toute la diaspora turque qui ont envie de s'en sortir de cette situation de culpabilité, de gêne, de déni, bien sûr. Mais apparemment, il y a des pressions aussi en dehors de la Turquie. Aujourd'hui, quand on parle des Lougri, quand on parle de ces organisations proches d'Erdogan et des autres, des nationalistes, on sent quand même qu'il y a une menace intérieure qui pèse sur ces gens-là. Alors, quand on est turc, quand on revendique la reconnaissance du génocide arménien, quand on reconnaît et quand même l'association de défense des droits de l'homme en Turquie, à Istanbul, qui parle non seulement de reconnaissance, mais de revendication pour les Arméniens, c'est-à-dire de réparation. On voit quand même qu'il y a des gens de courage qui peuvent avoir notre estime et notre respect. Alors pour poursuivre cette année du centenaire, aux États-Unis, il n'y a pas eu de changement de la politique américaine, de l'administration américaine. Cette année encore, l'espoir a été déçu. En revanche, pour la première fois, une grande organisation juive de lobby américaine a dit stop au négationnisme de la Turquie, stop à l'absence de reconnaissance de notre part. Nous demandons à la Turquie et nous demandons à l'administration américaine de reconnaître ce génocide. Ça, c'était un pas très très important en avant, d'autant plus qu'au même moment, en Israël, le président du Parlement israélien appelait lui aussi à la reconnaissance du génocide. Alors, on ne sait pas ce que ça va donner dans les mois et les années à venir, parce que, il faut le dire, honteusement, les organisations juives des États-Unis ont joué un rôle très important. Personne ne s'en cache, pour jouer le jeu de la Turquie, pour freiner la reconnaissance du génocide arménien aux États-Unis. Parce que, il y a eu une situation changée dans les relations entre la Turquie et Israël. Les choses ont changé aussi du côté de ce lobbying anti-arménien. Et là, avec le rapprochement dont on parle ces derniers jours entre Israël et la Turquie, et surtout le lobbying azéri sur Israël, il ne faut pas l'oublier, sur la question du génocide, même si on pense que ça ne les concerne pas directement, mais effectivement ça les concerne. Moi, je pense que il peut y avoir un retour en arrière pour ces organisations qui ont dans leur esprit l'intérêt de l'État d'Israël. Donc, faut pas être dupe. Il faut pas être dupe. À chaque fois, effectivement, des changements peuvent que la politique israélienne a tourné en faveur de la cause arménienne, c'était suite à un différend opposant Israël à la Turquie, et que la reconnaissance du génocide est brandie comme une menace, et ce n'est pas un fait investi par la société israélienne et la politique israélienne. Il n'y a pas de revendication de ce côté-là concernant le fait arménien, mais c'est juste utilisé comme pression contre la Turquie, donc c'est pas du tout dans le même esprit qu'on l'espère, nous en tout cas. Donc là, modération dans l'accueil de ces déclarations des organisations juives. Mais vous l'avez dit, Israël, il y a des changements en Israël. Il faut rendre hommage aux parlementaires qui, il y a quelques années, malgré l'alliance d'Israël avec la Turquie, les alliances stratégiques, il y avait ces députés de gauche qui ils étaient à peine 3 au Parlement, qui voulaient absolument que l'Israël reconnaisse le génocide. C'était impossible à ce moment-là, mais ces derniers mois, l'année dernière, cette année-là, on a vu que... c'est le président carrément du Parlement. Le président aussi d'Israël a changé. Du Parlement, oui. On avait un président d'Israël qui était c'était un négationniste. Ça sonne un peu paradoxal et fou de dire que le président d'Israël est un négationniste, mais il l'était. Aujourd'hui, on a un président qui est beaucoup plus favorable, qui personnellement a déjà reconnu le génocide arménien. Et quand il était président du Parlement, avait lui-même appelé à reconnaître le génocide. Une fois élu président, cette fois-ci de l'État, il est un petit peu plus modéré, mais on peut compter quand même sur une évolution du côté politique. Alors je pense c'est un peu contradictoire avec ce qu'on venait de dire, parce qu'on disait que Israël naviguait un peu en fonction de ses intérêts. Donc si la Turquie reste son allié, il y a peu à espérer du côté de la reconnaissance du génocide. Et malheureusement, les calculs des États ne sont pas ceux des citoyens forcément, mais il faut quand même signaler que les citoyens israéliens, la presse israélienne et puis les communautés juives à travers le monde, on l'a vu en Belgique, on l'a vu en France, il y a une mobilisation quand même de plus en plus forte en faveur
de la reconnaissance du génocide arménien et de cette proximité qui se crée, qui se noue de plus en plus entre les deux communautés. Alors nous avons retenu donc ces déclarations fortes. On parlait du pape, on parlait de l'Allemagne parce que ça nous paraissait très important de revenir là-dessus, de rappeler à nos auditeurs ces deux temps forts qui avaient en quelque sorte un peu ébranlé le monde pour des raisons différentes. Venons-en maintenant rapidement, parce que nous ne pouvons pas consacrer toute l'émission à cet événement, aux commémorations à Yerevan. Le 23 avril tout d'abord avec la messe de canonisation, de sanctification des victimes, des 1 500 000 Arméniens qui sont devenus martyrs, donc 1 500 000 Arméniens tués en 1915 qui sont devenus des martyrs, des saints. Donc événement de première importance religieux, et le lendemain, 24 avril, les commémorations où là, tous les yeux ont été tournés vers l'Arménie puisqu'il y avait plusieurs chefs d'État qui étaient présents à Yerevan. Et si l'accent a été aussi fort pour ces commémorations, c'est parce que François Hollande était présent à Paris, à Yerevan, ainsi que Vladimir Poutine. Alors, deux grands présidents de ce monde du XXIe siècle, deux grands présidents, mais en face, c'était un moment fort aussi parce que Erdogan a tout fait pour que l'attention n'aille pas vers Yerevan, mais que Gallipoli soit mise en valeur. La bataille de Gallipoli. Voilà, la bataille de Gallipoli. Ils ont déplacé les dates, ils ont mis ça pour le 24 avril. Enfin, tout un cinéma pour rien en réalité, parce que là encore, il y a eu beaucoup de représentants de différents États, mais pas les grands États. Et puis finalement, les grands. La propagande n'a pas fonctionné en réalité, c'est ce qu'il faut dire. Et le centenaire a marqué les esprits à travers le monde. Alors ce qui s'est passé à Yerevan, c'était quand même extraordinaire. La cérémonie était vraiment à la hauteur de ce qu'on espérait dans sa symbolique, dans sa force, dans sa sobriété également. La sobriété, oui. Donc Yerevan a marqué le coup, on peut le dire. Pas seulement le 24 avril. Quand même, nous avons réussi quelque chose d'extraordinaire, c'est que le monde entier, la presse du monde entier, tout le monde s'est souvenu des 1 500 000 victimes du génocide arménien, au moins ce jour-là, mais tout au long des semaines qui précédaient le 24 avril 2015. Yerevan a fait vraiment bien son travail, je pense, pour ce centenaire. Alors, Yerevan a fait son travail, mais les communautés du monde entier ont également fait leur travail. Nous n'allons pas parler de ce qui s'est passé en France ce matin, parce que nous consacrerons une émission bilan au centenaire en France avec les responsables de la mission 2015 et du CCAF dans quelques jours. Donc, nous reviendrons sur les temps forts des commémorations en France, mais il faut quand même rappeler que dans le monde entier, il y a eu des actions, que grâce à ces actions menées parfois dans des petites villes, il y a eu des reprises médiatiques qui ont permis de faire connaître le génocide. En France, dans des villages où il n'y a pas d'Arméniens, des actions ont été menées. On en reparlera parce que c'est important de les mettre en valeur. Et ça a été comme ça dans le monde entier. On a pu voir dans la presse internationale, la presse étrangère, des articles paraître sur des expositions qui ont eu lieu ici et là. Donc, on peut dire, avec le recul, que 2015 a été une année marquée, pas que pour les Arméniens, par ce centenaire. Et ça, c'est une victoire par rapport au contre-feu, comme vous le disiez, que la Turquie a tenté d'allumer en vain, puisque le centenaire de la bataille de Gallipoli n'a pas eu d'écho. Et en Turquie même, alors. Alors moi, je dirais même, puisque vous dites allumé en vain, je dirais éteint pour une bonne cause. C'est la Tour Eiffel qui s'est éteinte pour le 24 avril. Ouais. Et je pense que c'est quelque chose d'extraordinaire. Après le 24 avril, c'est seulement pour les victimes du Bataclan et du terrorisme du mois de novembre que la Tour Eiffel s'est éteinte. Effectivement. Alors donc les commémorations en Turquie même, parce qu'elles ont eu lieu comme chaque année, mais là aussi elles ont eu plus d'ampleur et surtout elles ont abordé des thèmes qui jusque-là n'étaient pas exprimés en Turquie. On parlait des réparations tout à l'heure, et ben en Turquie aussi on parle de réparations. En Turquie, on parle de réparation. On a vu, et ça c'est quelque chose d'extraordinaire, que ça ne s'est plus concentré ou limité à Istanbul. Je dirais pas que c'est la première fois, mais cette fois-ci, cette année-là, les commémorations ont touché plusieurs villes de la Turquie, et c'est quand même le signe que le besoin
de s'exprimer sur ces pages noires de son propre histoire, fait son chemin en Turquie. Et évidemment, on peut se dire, il y a beaucoup de Kurdes qui reconnaissent, il y a aussi des Turcs aujourd'hui qui veulent s'exprimer sur ce sujet. Et la plupart des gens à Istanbul, par exemple, enfin je ne dis pas la plupart, pardon, mais beaucoup sont des Turcs, si je puis dire, d'origine, et qui veulent en finir avec cette histoire et qui demandent à leur État de faire de même. Mais le problème aujourd'hui en Turquie, c'est qu'il y a eu, après les quelques signes d'espoir mis en avant par Erdogan et son équipe pendant ces 10 dernières années en termes d'ouverture, de démocratisation, etc., là, c'est le chemin inverse qui est pris. Et je pense que 2015 a été le début d'un retour en arrière pour l'État turc, surtout par rapport à la question du génocide et surtout par rapport à la question du rapprochement entre la Turquie et l'Arménie. Alors pour donner un exemple de ce qui s'est passé cette année en Turquie, il y a eu 2 expositions. Alors Istanbul, on le disait, c'est le lieu où tout est parti en 2005, les premières commémorations. Mais depuis, ça a essaimé. Et cette année, à Ankara, il y a eu une exposition sur les frères Didilian qui, à travers l'histoire de cette famille, retraçait l'exode, l'extermination de tous les Arméniens de Turquie, donc leur histoire, de leur implantation, de la naissance de la communauté jusqu'à leur disparition, du 19e siècle plutôt jusqu'aux années 70. Une exposition qui a été vivement combattue par les nationalistes qui n'ont pas pu obtenir l'annulation. Donc ça, c'est un fait marquant. Et à Istanbul, il y a eu une exposition qui traitait cette fois de tous les textes officiels, tous les télégrammes et tous les mots d'ordre envoyés par le triumvirat aux gouverneurs, aux responsables de région, donnant les ordres d'extermination. Donc là, pour la première fois, les Turcs ont vu les textes, envie de dire, là, on n'est plus dans des images, dans des photos de corps, etc. C'est concret, c'est-à-dire que c'est l'organisation du génocide. Et je crois que ça, c'est un pas en avant. Alors quand vous dites tout, en réalité c'est pas tout parce que il faut quand même qu'on le souligne, les archives sont toujours fermées, même si la porte du bâtiment des archives est ouverte et qu'on peut aller décortiquer ou sortir quelques documents, 3 je crois par semaine qu'on peut photocopier et rendre et puis la semaine suivante en sortir 3 autres, etc. Donc ça veut dire que pour un chercheur c'est impossible de travailler dans ces conditions, soi-disant. Les archives sont ouvertes, mais en réalité, rien n'est ouvert, donc impossible de sortir tous les documents pour les exposer, parce que le jour où on fera ça, alors là, il n'y a aucun Turc qui, sauf ceux qui restent bloqués dans leur position. L'évidence est là. L'évidence est là, malgré que tous les archives ne soient pas ouverts encore. Car dans les archives, tout est consigné, parce que les bourreaux gardent les traces de leurs crimes, ce qui peut paraître paradoxal. Pascal Manoukian, qui était grand reporter que nous avons déjà reçu sur cette antenne, qui a écrit notamment sur ces questions des immigrés et des crimes de masse, expliquait que ils ont cette faculté, les régimes totalitaires, de garder les traces de leurs crimes comme preuve de leurs actes. On pourrait penser qu'on a envie d'effacer. Non, il y a des photos, il y a des documents, ils sont gardés. Donc quand la Turquie dit « nos archives sont ouvertes, venez les consulter », on se dit qu'il y a quand même de la schizophrénie dans ces déclarations-là, parce que c'est-à-dire « venez voir, nous sommes coupables et nous allons vous le montrer ». C'est une partie des documents qui devraient exister, parce qu'en réalité, il y a plein de documents qui sont effacés, supprimés, jetés, parce que même dans les procès de 1919, on a vu déjà que, et d'ailleurs, il y a une révélation en 2015, en Égypte, les Turcs ont payé 100 000 $ aux frères musulmans, si je me trompe pas, pour brûler les archives qui font référence au génocide arménien. Et ça a été révélé cette année, comme quoi, à travers le monde, cet État négationniste continue à effacer les traces. Et le peu de traces qui existent encore, au moins sur cela, on peut travailler, on peut sortir beaucoup plus d'informations que ce qu'on a dans les archives autrichiennes, allemandes, françaises ou anglaises. Alors sur cette année du centenaire, voilà ce qu'on peut dire un peu dans les
très grandes lignes, très rapidement. Il nous paraissait important de nous arrêter un instant sur quelques déclarations, surtout d'insister sur la forte médiatisation qui a accompagné toutes ces commémorations. Et alors pour terminer sur ce chapitre centenaire et cause arménienne, on parlera rapidement de l'aspect le plus difficile de cette année 2015, à savoir le procès Perinček contre la CEDH et le procès en appel de la Suisse qui a été perdu par la Suisse, puisque la Cour européenne des droits de l'homme a en majorité en tout cas, mais une majorité très, très étroite, donné raison à Perinček. Être négationniste aujourd'hui est donc possible, puisqu'il n'y avait pas de discours haineux dans les propos de Perinček, que ce n'était pas un discours public. La Cour européenne des droits de l'homme a donc estimé qu'il n'y avait pas de risque d'attaque, en tout cas envers un groupe, une minorité, en l'occurrence les Arméniens. La réalité est que Perinček a pu nier en toute impunité le génocide des Arméniens. Et ça, pour terminer l'année 2015, c'était quelque chose symboliquement qui est surtout pour difficile. Nous qui essayons en France de mettre en place une loi qui, pour une première fois, n'a pas marché parce que députée par le Conseil constitutionnel. Là encore, on attend ce texte, il faut qu'il arrive. On ne sait pas quand est-ce qu'il va arriver, mais en tout cas, cet événement, cette décision de la Cour européenne des droits de l'homme ne nous a pas fait du bien, mais attention, cela ne signifie pas que tout est terminé et que cette décision peut freiner d'autres demandes de pénalisation de négationnisme. Donc, il ne faut pas lier, même si l'impact de cette décision est fort, mais l'espoir n'est pas terminé pour avoir cette loi en France ou ailleurs. Oui, parce qu'à aucun moment, D'ailleurs, en Suisse, il y a une loi. C'est pour ça que comme en Slovaquie, si je me trompe pas, ou en Tchéquie. En Slovaquie. En Slovaquie. Donc voilà, comme quoi on peut avancer. Et même en Russie, suite aux représailles et cet événement lié à l'avion. Oui, l'avion russe qui a été abattu par l'armée turque. Donc je pense que cette question va revenir à l'ordre du jour dans différents pays. Donc affaire à suivre, effectivement, ce combat contre le négationnisme du génocide arménien est le chantier qui est toujours ouvert pour la cause arménienne. Mais pour conclure sur cette année 2015 du point de vue du centenaire, on peut dire sans trop faire preuve d'emphase et de fierté que c'était une année très importante pour la cause arménienne qui a marqué les esprits, qui a marqué un tournant. On a envie de dire, et après, comment va-t-on capitaliser les bénéfices de cette année 2015 ? C'est ce qu'on verra dans les mois qui viennent, et notamment avec les responsables du CCAF quand nous les recevrons pour faire ce bilan. Alors passons maintenant à l'autre actualité brûlante de cette année 2015, le Karabakh, avec la multiplication des violations du cessez-le-feu. L'année 2015 a démarré de façon dramatique sur le terrain, puisque en quelques jours, il y a eu une dizaine de soldats tués, rien que dans les premiers jours de l'année. Donc l'année a démarré de façon dramatique et elle s'est terminée de la même façon, puisque les échanges et les accrochages sur la ligne de front ont été incessants. Et on estime que du côté arménien, il y a eu plus de 30 soldats tués, alors qu'il y a un cessez-le-feu signé il y a plus de 20 ans, et que ce cessez-le-feu n'est donc pas respecté. L'Azerbaïdjan tire à l'arme lourde, a même envoyé des chars près de la ligne de front il y a quelques semaines. On assiste à une aggravation de la tension, mais malgré tout, les forces arméniennes tiennent leur position et se montrent rassurantes, à juste titre, parce qu'on a envie de dire une trentaine seulement de soldats arméniens tués, alors que du côté azéri, les pertes seraient beaucoup plus importantes. Alors, serait de l'ordre de 210 selon les recoupages d'informations possibles ici et là, sachant que l'Azerbaïdjan a une politique très claire au niveau de l'annonce de ces morts, alors que l'Arménie, je ne sais pas si c'est parce que l'Arménie est un pays plus petit et que rien ne peut être caché, mais en tout cas, à chaque fois qu'il y a un mort, tout de suite, le ministère de la défense du Karabakh, parce que la plupart du temps, c'est du côté de l'armée arménienne du Karabakh que les morts
sont À déplorer. à déplorer. Donc, au niveau du nombre, mais c'est à la rigueur secondaire. Il ne faut pas se réjouir parce qu'il y a 5 ou 6 fois plus chez côté azéri, parce que finalement, ce sont des jeunes soldats, des appelés qui font une guerre dont ils ne veulent pas forcément, contrairement aux Arméniens qui défendent leur terre. Et il faut voir, quand on voit ces vidéos, comment la motivation, l'enthousiasme, cet esprit patriotique qui anime ces soldats, c'est quand même extraordinaire. Et il faut sans cesse leur rendre hommage parce qu'ils font un travail vraiment très important. On n'est pas en état de guerre proprement dit, mais il y a une situation de guerre sur la frontière, sachant que l'Azerbaïdjan emploie un armement de plus en plus lourd. Oui, c'est pas que des snipers avec un fusil qui tirent voilà. des balles. Hein. Et c'est la raison pour laquelle qu'il y a autant de morts côté arménien, parce qu'il y a des attaques incessantes, il y a des attaques de diverses sortes, et les soldats arméniens sont morts la plupart du temps. Alors ça peut être par des tirs de sniper, mais aussi ça peut être parce qu'il y a des accrochages, il y a des attaques. Des tentatives d'incursion. Donc c'est au moment de faire des opérations de défense que ces jeunes soldats sont morts. Alors pour parler de cet élan, de ce patriotisme, symboliquement, cette information, le père d'un appelé de 19 ans qui a été tué au combat sur la ligne de front en début d'année a annoncé qu'il allait remplacer son rejoindre fils. l'armée. Voilà, alors qu'il était, lui, terminé, exempté, il a une 40aine d'années, il a dit qu'il allait retourner au front, prendre la place de son fils. Alors ça... Effectivement, ça force le respect et il convient vraiment de rappeler que tous les jours, il y a des jeunes appelés qui risquent leur vie pour protéger l'Arménie et le Haut-Karabakh et que cette année au Tavouche, dans la région frontalière de l'Arménie, il y a 3 femmes qui ont été tuées, 3 villageoises qui ont été tuées tout simplement parce qu'elles étaient dehors en travaillant au champ. Et elles ont été tuées par l'armée azérie qui tire sans distinction sur les civils ou sur les soldats. Et la pire des choses, c'est que l'Occident et le monde entier ne veut pas voir cette situation. On met les Arméniens et les Azéris dos à dos. On leur dit, c'est vrai que le groupe de Minsk, dans ses dernières déclarations, a pointé du doigt une responsabilité plus accentuée du côté azerbaïdjanais, parce que quand même, on peut plus cacher ça. Les Arméniens n'ont jamais tiré sur des civils. Ça saurait, parce que si un civil azéri avait été tué par l'armée arménienne, on imagine la propagande qui aurait été faite autour de cette affaire. Je dirais même plus, un Azéri qui avait franchi la frontière, il y a 2 jours à peine, il a été relâché par le tribunal arménien. Ce jeune Azéri a même remercié les Arméniens pour leur comportement vis-à-vis de lui, et ils l'ont laissé repartir. Tout de suite. Alors que la vieille Arménienne qui avait passé la frontière par erreur, elle est restée quand même 1 mois. On ne parle pas de l'année précédente de ce jeune Karen, le berger, qui est passé et qui a été torturé et mort en Azerbaïdjan. Donc ce qui se passe dans la région de Davouche, c'est que l'armée azérie est en train de cibler par des tirs de différentes sortes la population. Je vais vous donner un exemple. Le 1er septembre, c'est un jour très important pour les Arméniens, c'est la rentrée scolaire et l'Arménie célèbre ce jour-là d'une manière comme une grande fête. Il y a des grosses célébrations, etc. La rentrée à l'école. Et la rentrée à l'école. Et dans la région de Davouche, dans plusieurs villages de la région de Davouche, les Azéris, ce jour-là en particulier, ont pris pour cible la population, les écoles, pour que les enfants ne puissent pas célébrer cette fête de la rentrée à l'école. C'est quand même extraordinaire de voir que n'importe qui peut être une cible pour les Azéris. Alors, effectivement, vous le disiez, la communauté internationale ne réagit pas vraiment face à ces attaques qui constituent des actes de guerre, puisque je ne parle pas de la ligne de front au Karabakh, je parle juste de la région de Tavouche, où l'Azerbaïdjan attaque l'Arménie, un État reconnu, membre des Nations Unies. Donc on peut y voir peut-être un certain échec de la diplomatie arménienne, d'autant plus que vont être présentés en séance plénière au mois de janvier, dans quelques jours, en séance plénière de l'Assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe, 2 résolutions clairement pro-azéries sur le Karabakh.
La presse d'opposition en Arménie y voit un échec de la diplomatie arménienne, une absence de réactivité, de travail consciencieux de la part de la délégation qui n'a pas pu empêcher que ces deux textes, clairement pro-azéri, qui prônent le retour du Haut-Karabakh sous souveraineté azérie, passent en commission pour être mis au vote de la PCE en janvier. Qu'est-ce qui se passe de ce côté-là ? Alors, parler de l'échec de la diplomatie arménienne, on peut le dire. Je veux dire, il faut être bien informé pour faire ce jugement, mais vu de loin, on se dit l'Arménie ne fait pas assez, ne fait pas bien. On peut constater que la machine diplomatique arménienne n'est pas aussi dynamique qu'on l'imaginerait, qu'on le souhaiterait. Mais de l'autre côté, il ne faut pas oublier la politique du caviar. C'est un fait. Aujourd'hui, la manipulation, la corruption, ça existe. Ça existe. Et pourquoi l'Azerbaïdjan, qui a autant d'argent, les pétrodollars, ne s'en servirait pas pour soudoyer tel ou tel député, tel ou tel... Ça existe. En parler aujourd'hui comme ça, bon, ça reste... C'est pas très évident parce que on vous rétorque, mais donnez-nous des preuves. Bien sûr. Mais on sait que depuis l'époque des sultans jusqu'à aujourd'hui, l'époque du sultan Aliyev, c'est comme ça que ça fonctionne. Sinon, pourquoi, sur quels critères, j'allais dire, de logique, on allait demander à la communauté internationale de mettre cette population arménienne du Haut-Karabakh sous le contrôle des Azéris, quand on sait que les Azéris étaient capables de détruire des pierres à Norchura, Hinchura, et pourquoi ils ne détruiraient pas les hommes. Donc, il y a un risque de génocide, je le dis très clairement, si on met le Haut-Karabakh sous contrôle azéri. Donc, ces gens-là ne peuvent pas aller dans ce chemin du retour du Haut-Karabakh dans le giron de l'Azerbaïdjan s'ils ne sont pas sous une influence Mais en attendant, des pétrodollars. En attendant, de telles résolutions ont été rédigées, elles sont passées en commission et on ne peut que s'interroger sur le fait qu'il n'y ait pas d'autres élus qui puissent émerger pour faire un contre-feu, pour justement empêcher qu'il n'y ait qu'une voix qui se fasse entendre, parce que le député britannique, auteur de la résolution, est un député britannique. Je ne sais pas s'il a été acheté par des pétrodollars, mais son épouse est turque. Et il a acquis la nationalité turque par mariage. Il est binational. Donc c'est quand même extraordinaire que l'Arménie ne puisse pas, elle aussi, avoir des soutiens au niveau de la PCE, d'autant plus qu'on sait qu'il y a de nombreux élus français qui sont dans cette délégation française auprès du Conseil de l'Europe, qui peuvent aussi influencer les décisions dans le sens des Arméniens. Alors, comment ça se passe ? C'est pareil à l'ONU. Pourquoi l'Azerbaïdjan veut que le groupe de Minsk soit déchargé de cette mission de régler le problème du Haut-Karabakh et que cette question aille à l'ONU, parce que à travers la conférence islamique, à travers des pays amis, à travers des pays avec lesquels on noue de nouvelles alliances, aujourd'hui l'Azerbaïdjan a plus d'arguments, j'allais dire des parlants, et l'argument majeur c'est le dollar, pour faire passer des résolutions en sa faveur. C'est pareil au Conseil de l'Europe, il y a des influences, c'est-à-dire que je n'ose pas dire qu'à la Cour européenne des droits de l'homme, ça se passe de la même manière, mais j'oublie pas qu'il y a eu des révélations au Conseil constitutionnel ici en France pour un certain un membre du Conseil constitutionnel après coup qui avait des échanges avec un responsable turc à qui il disait cette résolution, cette loi française ne passera pas, ça y est, elle n'est pas passée, alors qu'il était tenu de garder la confidentialité, il en avait fait le serment. Tout à fait. Donc, on voit qu'il y a des influences et la corruption, ça peut toucher tout le monde, des grands groupes, mais cela n'empêche que des Français, et il y en a, font leur travail au Conseil de l'Europe pour défendre avec beaucoup de conviction la cause du Haut-Karabakh. Donc affaire à suivre en ce qui concerne ces résolutions sur le Haut-Karabakh. L'année 2016 va s'ouvrir avec la présentation de ces rapports devant l'Assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe.
Donc on espère que les hommes et les femmes de bonne volonté comprendront qu'ils sont manipulés et qu'ils ne voteront pas en faveur de cette résolution. Alors quittons le raz-de-marée, ces violations du cessez-le-feu et ces soldats auxquels on rend encore une fois hommage ce matin, pour nous rendre en Arménie et faire un peu... Alors, oui, si vous permettez, Asmik, rappelons j'ai quand même... J'ai oublié une information concernant le raz-de-marée. Voilà. Une information très positive. Oui. C'est les échanges qu'il y a entre les signatures de chartes d'amitié. C'est très important parce que le raz-de-marée n'est pas un État reconnu, donc on ne peut pas faire des jumelages avec des régions ou des villes du raz-de-marée. Et beaucoup de villes françaises ont le courage et il faut des régions oui. De créer ces chartes d'amitié qui sont, on va dire, c'est des jumelages. Oui, c'est des jumelages déguisés, on va dire, puisqu'officiellement, comme vous le disiez, on n'a pas le droit de signer des jumelages, mais il y a eu des signatures tout au long de cette année 2015 de chartes d'amitié. Alors, la toute première charte d'amitié, elle avait été signée en 2013 entre les Pen Mirabeau et Mardouni, donc les Pen Mirabeau dans les Bouches-du-Rhône. Puis il y avait eu Vienne avec Hadrout, Bourg-les-Valence avec Chouchi, Bouc-Bel-Air avec Askeran. Et cette année, lorsque Bako Sakian, le président du raz-de-marée, est revenu en France, il y a eu 4 autres chartes d'amitié signées. Alors, Villeurbanne et Chouchi, Sarcelles et Mardakert, Valence et Stepanakert, mais également la Drôme, tout le département qui a signé aussi une charte d'amitié avec le raz-de-marée. Alors, en quoi c'est important ? Pour la reconnaissance, puis le développement du raz-de-marée, on donne au raz-de-marée les moyens de se construire. Alors, moi, je voudrais juste, une petite parenthèse, dire que le calendrier d'IPFM que nous sortons tous les ans, un calendrier que nous offrons à nos auditeurs, à chaque année, il y a, je dirais, un thème qui est choisi. Et le thème pour IPFM pour cette année 2016, c'est le raz-de-marée 2016 pour une reconnaissance internationale de la République du Haut-Raz-de-Marée. Donc là, ça veut dire que nous sommes tous conscients que il faut aller vers cette demande de reconnaissance, et ces jumelages ou ces chartes d'amitié sont les premiers pas pour diffuser d'abord l'information sur l'existence, les difficultés, les défis de ce pays, de cet État, même si pour nous, l'Arménie et le raz-de-marée ne fait que un, mais en tout cas, cet État doit être reconnu, et c'est la seule garantie d'une préservation, je le disais tout à l'heure, de drames futurs qui peuvent arriver à cette population si elle n'est pas reconnue en tant qu'État et si elle n'est pas souveraine et hors du champ de vue, j'allais dire, de l'Azerbaïdjan. Hors de la tutelle azérie et des armes de l'Azerbaïdjan. Donc effectivement, il était important de terminer sur cette note positive, très très positive concernant le raz-de-marée. Alors passons la frontière quand même et rendons-nous en Arménie. L'Arménie a été cette année marquée, la société a été marquée par la recrudescence, l'émergence de nouveaux groupes civils, une société civile en marche. On a assisté aux manifestations du collectif Halte au pillage, né à la faveur de la décision des autorités d'augmenter les tarifs de l'électricité. Il y a eu des jours et des jours, des semaines de manifestations de rue 24 heures sur 24, de sitting permanent, où on a vu une jeunesse, mais pas seulement, se mobiliser pour dire nous prenons notre avenir en main, et à l'écart de tout groupe politique. Il y a eu un refus de récupération au départ par la classe politique. Cette émergence de ce collectif Halte au pillage, ça a donné quoi en fait, Vartan ? Alors ça a donné d'abord quelque chose d'extraordinaire, c'est que la société civile, la jeunesse arménienne, cette jeunesse éduquée, cette jeunesse revendicative, cette jeunesse qui réclame justice, plus d'égalité dans le pays, elle est là, elle est debout, au bon moment, elle n'a pas besoin de force politique, elle n'a pas besoin que quelqu'un appuie sur un bouton pour qu'elle se mobilise. Spontanément, c'est le sens de la citoyenneté et de la responsabilité qui a fait que ils étaient des milliers à passer des nuits, vous l'avez dit, et des jours dans les rues d'Yerevan, et surtout dans cette rue qui est Bagramian. Bagramian, qui bloquait la circulation. Voilà. Donc Bagramian, là, c'est là où, pour
pour ceux qui n'ont jamais été en Arménie, se trouvent la présidence et l'Assemblée nationale. Donc c'est une rue stratégique. Alors, quelle différence entre ce mouvement, ce collectif Halte au pillage, et celui qui avait demandé, qui avait refusé la loi sur les retraites par capitalisation? Alors, on peut Parce que c'était un peu les cols blancs qui étaient descendus dans la rue au moment de la loi sur les retraites. On avait l'impression qu'ils protégeaient un peu leur chasse gardée, puisque c'était un peu des nantis, c'était des jeunes qui travaillaient dans le milieu informatique, qui avaient des bons salaires, etc. Là, c'est autre chose. Les jeunes qui sont descendus dans la rue. On peut trouver les mêmes jeunes ici et là. C'est vrai que dans le premier cas, c'était surtout ceux qui étaient dans les métiers de l'informatique, parce que c'est eux qui gagnaient le plus. Donc, c'est eux qui paieraient 10% pour leur retraite et non pas 5% comme les autres. Mais ceci dit, c'est presque je dis presque, les mêmes qui étaient dans la rue. Aussi au moment où il y a eu une augmentation, mais il y a un an déjà, des prix du transport à Yerevan. Donc ce sont des mouvements vraiment spontanés. C'est la société civile, c'est les jeunes qui veulent rester au pays, alors que pour beaucoup d'entre eux ont la possibilité de partir. Ils veulent rester au pays, mais ils savent qu'ils ont un potentiel extraordinaire, et le pays, comme il tourne, il leur donne pas la possibilité de s'exprimer et de créer des carrières pour s'épanouir dans sur leur sol. Donc ils veulent plus de justice. Donc c'est une continuité d'associations ou de regroupements de jeunes et parfois de non-jeunes qui ont marqué les esprits, c'est vrai, pour cette année 2015. Mais malgré tout, le mouvement s'est arrêté, l'électricité a été augmentée, il y a eu une reprise par un autre collectif un peu plus politisé. On a l'impression qu'on n'y arrive pas à consolider ces mouvements de jeunes en Arménie. Et est-ce qu'ils se sentent eux un peu désabusés parce qu'ils ont l'impression que quoi qu'ils fassent, ils ne parviendront pas à faire entendre leur voix? Il faut qu'ils comprennent que c'est pas parce qu'on a fait 3 semaines de manif qu'on obtient forcément ce qu'on veut, mais c'est une bataille, ce sont un enchaînement de batailles qui feront que, au final, ils pourront arriver à une victoire. Et en face, il y a le pouvoir en Arménie avec il y a beaucoup de questions qui touchent le pouvoir, la manière de pratiquer la politique, les monopoles politiques, les monopoles économiques, etc. Il y a tous ces mots, il y a la corruption dans le pays, et en face, ces jeunes, ils auront du mal à s'en sortir facilement, sinon en poursuivant leur combat de manière continue. Ça, mais sans récupération politique, c'est ce qu'ils ont refusé, ils n'ont pas voulu justement. Il n'y a pas eu de récupération. Il y a eu des tentatives de récupération, mais il n'y en a pas eu réellement. Est-ce que c'est ça qui empêche la poursuite du mouvement? Est-ce que le fait qu'ils ne soient pas eux-mêmes des politiques? Alors c'est ce que je voulais dire. En face, il y a le pouvoir qui, c'est des gens qui sont préparés à toutes sortes de situations. Ils savent trouver des solutions à tout problème, à leurs problèmes aussi. Et ce mouvement allait créer un danger pour eux. Alors, je ne sais pas à quel niveau on peut classer ce danger, comment ils pourraient menacer le pouvoir, parce que c'était un mouvement spontané, non organisé en réalité, et ils n'avaient pas, d'après ce qu'on a compris, un backing, on va dire, d'un État tierce pour renverser le régime. C'était pas le but. Leur objectif. Donc, le pouvoir a trouvé le moyen de les calmer en créant un audit pour cette entreprise, en leur disant que effectivement il y a un problème de mauvaise gestion, et finalement en arrêtant l'augmentation des prix, en proposant, pour un certain temps, en proposant pour des familles les plus démunies que cette augmentation de prix d'une manière absolue ne les touche pas, et au final, en trouvant j'allais dire un acquéreur qui est le groupe Tachir, ce milliardaire arménien, Samvel Karapetyan de Russie, qui a acheté les réseaux électriques d'Arménie accusés de laxisme et de mauvaise gestion, en tout cas. C'est-à-dire que le mot d'ordre de ces jeunes, c'était « nous ne voulons pas payer cette augmentation qui est due à une mauvaise gestion ». En gros, on ne veut pas payer pour les erreurs de gestion.
Et pour un peu calmer les esprits, il y a eu donc ce tour de Mais ça, passe-passe, on peut dire. Mais cette ça revente de la veut pas société. dire qu'il n'y aura pas d'augmentation, mais en tout cas, le nouvel acquéreur, il c'est pas le, Il s'est engagé à assainir la situation, en tout cas. Voilà, donc et de toute injecter- façon, les problèmes d'hier ne sont pas les siens, et il va essayer d'améliorer la situation. Et c'est un point très stratégique, l'électricité en Arménie, parce que on sait que Metsamor a des difficultés et que l'Arménie, finalement, voilà. Alors, ce qui est important, c'est de retenir cette émergence de mouvements spontanés comme ça, capables de mobiliser. Il y a eu des milliers, des dizaines de milliers de personnes qui sont descendues dans la rue au plus fort de la mobilisation. C'est porteur d'espoir parce que ça veut dire qu'il y a une jeunesse en Arménie, alors qu'on assiste à une hémorragie démographique. Il y a une jeunesse qui est capable de se mobiliser pour défendre ses valeurs, pour vivre, comme vous le disiez tout à l'heure, Bartan, sur son sol, sur ses terres. Donc ça, c'est important. Alors, le pouvoir, vous dites, trouve toujours une solution pour se débarrasser des problèmes et des gens qui pourraient le menacer. On a assisté cette année, effectivement, à un exemple intéressant pour de ce genre, c'est l'éviction de Gagik Tsaroukian. Ah oui. Il y a eu donc au début de l'année une querelle verbale entre Gagik Tsaroukian, président d'Arménie prospère, un riche homme d'affaires, puissant homme d'affaires, qui a critiqué ouvertement Serge Sarkissian. Ça n'a pas tardé, on l'a menacé d'une enquête fiscale, d'un audit sur ses comptes, sur toutes ses entreprises. Comme par hasard, si jamais, c'était pas dit, si jamais il continue à critiquer le pouvoir, non. Le lendemain, on a annoncé qu'il y aurait une enquête des services fiscaux. Et quelques jours après, Gagik Tsaroukian a annoncé, alors pas quelques jours après, ça a duré 2 mois, je vais vite, quelques jours après, il a dit « Je me retire de la vie politique et tout va bien ». Alors c'est quand même phénoménal, c'était l'homme fort, alors l'associé, j'allais dire, l'allié du président Serge Sarkissian, une alliance politique qui a duré pendant plusieurs années, mais quelque part, Gagik Tsaroukian a vu une possibilité de devenir probablement le futur président de la République. C'est la raison pour laquelle il a estimé qu'il ne devait pas changer de constitution parce que le régime parlementaire ne serait pas en sa faveur. Et c'est de là que l'opposition entre le conflit a démarré entre les deux hommes, sachant que Gagik Tsaroukian, quelque part, a été récupéré par Levon Del-Bedrosian, qui, lui, ne voit son retour que dans un système un régime présidentiel. Donc, c'est un enchaînement d'événements et d'alliances et de contre-alliances qui a fait que, vraiment, Serge Sarkissian s'est vu menacé par cet homme, par sa capacité aussi, probablement, de récupérer des voix du peuple. Et quand on voit les résultats des élections présidentielles 2013, c'est-à-dire où Rafi Hovhannissian a obtenu officiellement au moins 37%, alors qu'on sait que c'est sans doute beaucoup plus. Quand on voit pour le référendum comment le non, c'est-à-dire l'opposition, a pu se mobiliser et que les citoyens ont voté contre, pas forcément contre la Constitution, mais contre ce régime, finalement c'était un vote de contestation. Si on ajoute à cela les voix d'un parti qui était assez puissant, Arménie prospère. Deuxième force du pays. Voilà, donc tactiquement, c'était un choix, une décision intelligente pour lui, pour Serge Sarkissian, de sortir Gagik Tsaroukian du champ politique. C'est ce qu'il a réussi à faire. Alors, on assiste quand même à une dérive un peu, on va dire, totalitaire du pouvoir quand on assiste à ce genre de phénomène. Non, c'est pas du totalitarisme. On dégage un opposant, quelqu'un qui va vous faire de l'ombre, quelqu'un qui pourrait nuire à votre projet de réforme. Qu'est-ce que c'est ? C'est tout simplement l'Arménie, elle est guidée par un centre. Si vous n'êtes pas avec ce centre, vous perdez tout. Si vous obtenez 49% à des élections, le lendemain, vous n'avez rien parce qu'il y a un centre. Celui qui a gagné, il a tout le pays. Et si vous allez à l'encontre de ce centre, ça va pas du tout. Donc c'est ça, en fait, le problème, c'est pas du totalitarisme tel qu'on le conçoit, c'est un système de centralisation de pouvoir juridique,
politique, médiatique oui. aussi, législative évidemment, parce que le Parlement aujourd'hui appartient à ce même centre. Donc c'est ça le problème, c'est qu'aujourd'hui en Arménie, c'est la raison pour laquelle le référendum, la réforme constitutionnelle est importante. Voilà, la réforme était importante pour changer ou essayer de changer, de sortir de ce système. Alors, on en a longuement parlé dans une autre émission, effectivement, en quoi cette réforme constitutionnelle va permettre d'éviter peut-être ce genre de dérive. On va le voir à l'usage. L'idée étant qu'on puisse un peu partager les pouvoirs pour éviter qu'un groupe ou quelques hommes puissent détenir tous les pouvoirs comme vous les avez listés à l'instant. Bon, c'était important de reparler de cette affaire Tsarkian-Sarkissian parce qu'elle a quand même marqué la vie politique et la société arménienne pendant de longs mois. Donc avec le recul, on a l'impression que c'était rien, mais c'était très important finalement de le rappeler. Alors cette année en Arménie, pour citer quelques événements marquants qui, à l'échelle internationale, évidemment, ne le sont sans doute pas. Il faut rappeler cette tuerie de Gümri où toute une famille a été massacrée par un soldat russe. Oui, un drame, mais pas un drame comme on en voit tous les jours. Un soldat, alors nos auditeurs le savent, il y a une base militaire russe à Gümri. Ce soldat appartient à cette base militaire russe, il sort de sa caserne, il va seul ou avec d'autres, on ne le sait pas encore, il n'en parle pas de toute façon lui, massacrer toute une famille. Alors, il sort en armes, ce qui est interdit, parce qu'il a quand même été condamné pour désertion et vol d'armes. Oui. Donc il est sorti, il est rentré dans cette maison, on ne sait pas pourquoi, il a ouvert le feu sur les gens qui étaient assis là, qui ne se sont pas levés pour le menacer, puisque l'expertise a montré qu'ils ont été tués assis. Donc, assis ou dans leur lit, je sais plus. Un coup de folie, clairement, et qui s'est terminé par la mort aussi d'un nourrisson, parce que n'ayant plus de balles dans sa Kalachnikov, il a sorti son couteau pour poignarder ce nourrisson. Alors c'est vrai que cette affaire, elle est dramatique. C'est vrai aussi qu'elle a révélé une sorte de mainmise de la Russie sur l'Arménie, dans le sens où la Russie n'a pas admis que ce soldat russe, Permiakov, je crois, Permiakov soit jugé en Arménie par le tribunal arménien. Par la justice arménienne. Voilà. Oui. Au départ, c'est ce qui a été. Au départ, la Russie a dit qu'il serait extradé parce que elle n'avait pas pour habitude de laisser ses ressortissants être jugés par une justice étrangère. Voilà. Alors qu'il y a des Arméniens de nationalité arménienne qui n'ont pas la nationalité russe, comme ce chauffeur de bus qui a été jugé en Russie. Mais là, on était dans un cas de figure très particulier, puisque ce n'est pas un citoyen russe, mais un soldat russe. Et il y avait dans les clauses de l'accord sur l'installation de cette base russe de Gümri un point qui stipule que si un soldat de la base russe commet des crimes sur le territoire arménien, alors il doit être jugé par la justice arménienne. C'était clairement inscrit. D'où une levée de boucliers, des manifestations qui ont suivi cette tuerie de Gümri, manifestations clairement anti-russes. Alors justement, et c'est pendant les manifestations dont on a parlé tout à l'heure, halte au pillage, pour contrer la hausse des prix de l'électricité, parce que le dirigeant de la société d'électricité d'Arménie, du réseau d'électricité d'Arménie, est un Russe. Donc, il y a eu une sorte de mouvement anti-russe, et c'est suite à cela que les Russes ont eu la bienveillance de décider que finalement ce soldat russe devrait être jugé par la justice arménienne. Et c'était surtout pour calmer les esprits et ce sentiment. C'est pas de la bienveillance, c'est la réaction, enfin la réactivité. Ils se sont rattrapés parce qu'ils se sont dit qu'il était temps peut-être de calmer les esprits en Arménie. Il y avait d'un côté l'alliance économique euro-asiatique, ces liens qui se renforcent sur le plan économique, alors que de l'autre côté, un sentiment anti-russe qui commençait à prendre de l'ampleur dans la société arménienne. Et donc, cette affaire cette tuerie de la famille de Gümri a été un déclencheur d'un sentiment
anti-russe qui s'est rapidement éteint, puisque, juste une parenthèse, selon un sondage réalisé il y a quelques jours, 79% des personnes interrogées trouvent que Poutine est un excellent président en Arménie, contre 74% en Russie. Il est plus apprécié en Arménie qu'en Russie, Poutine, selon un sondage qui a été réalisé il y a quelques jours. Mais pas pour les mêmes raisons. C'est parce évidemment. qu'on considère que c'est un homme d'État, protecteur, qui a le courage de faire ce qu'il dit, de se dire ce qu'il fait, etc., etc. Donc c'est pour son charisme qu'il est. C'était juste un clin d'œil, pas pour les mêmes raisons. Alors pour poursuivre sur cette actualité en Arménie, on ne peut pas terminer ce chapitre sans évoquer l'affaire Vartan Petrosyan, qui a été condamné et qui depuis quelques semaines, depuis quelques mois bénéficie d'un régime dit ouvert, c'est-à-dire que dans la journée il peut aller travailler, mais le soir il retourne en prison. Vartan Petrosyan qui reste condamné malgré les évidences de son absence de culpabilité, même s'il était effectivement impliqué dans cet accident de voiture qui a coûté la vie à 2 adolescents, il n'y est pour rien. Alors, c'est une affaire de justice. Il y a beaucoup d'éléments qui nous font dire qu'il n'était pas, il n'y a pas d'éléments de culpabilité, vous l'avez dit, Asmik, mais au-delà de tout ça, Vartan Petrosyan, c'est quelqu'un d'admirable, c'est un comédien de talent, c'est un homme, un patriote extraordinaire. On l'aime tellement qu'on a envie de le voir sortir de cette situation le plus tôt possible. Et pour clore ce chapitre Arménie, parlons de Chant Ozguirissyan, le représentant en France de l'organisation Renaissance arménienne Paris. Alors, il a été arrêté à l'aéroport de Zvartnots, à sa descente d'avion. Et on lui a demandé de retourner en France parce que, bon, pour des raisons, il y avait des alibis du genre ses papiers, la validité du passeport, etc. Mais bon, on a tous compris. Des prétextes. On a tous compris que, étant donné qu'il critiquait le régime d'Arménie d'une manière sévère et qu'il faisait partie d'un réseau d'associations qui sont solidaires et qui font partie du mouvement du pré-parlement en Arménie, qui est dans l'opposition assez radicale, opposition non parlementaire mais assez radicale. Donc il semble que d'une manière évidente, que Chant Ozguirissyan a été refoulé pour ses prises de position. Pour ses prises de position, et qu'il ne sait pas s'il pourra retourner en Arménie. Il avait donc publié une lettre ouverte aux autorités arméniennes en demandant si il pouvait ou pas revenir et éviter de nouveau de passer une nuit en centre de rétention à l'aéroport avant d'être expulsé. Mais il n'a a priori pas eu de réponse. Donc on en parle aujourd'hui parce que c'est un acte inacceptable. Et que Chant Ozguirissyan est un Arménien de France, pour ceux qui n'auraient pas compris et n'auraient pas suivi cette information. Parlons rapidement de l'année 2015 en Turquie, d'un point de vue arménien. Alors, on n'a plus beaucoup de temps, Vartan, mais il faut quand même qu'on évoque l'affaire du camp armène. Ah oui, alors extraordinaire. D'abord, ces jeunes du mouvement Norzartong. À un moment donné, évidemment, le camp armène, c'est un camp où un orphelinat, où Randing ou d'autres encore ont pu trouver, refuge à un moment donné de leur vie. Et ça appartenait à l'église protestante arménienne. Et à un moment donné, il y a quelqu'un qui a mis la main sur... C'est-à-dire que par les lois qui ont changé en Turquie, le terrain et la propriété sont passés aux mains du pouvoir, aux mains de l'État, d'un propriétaire. Aux mains de l'État, qui ensuite les a revendus à un propriétaire, à un promoteur. Oui. Non, ça a vraiment été une propriété de l'État par le truchement des lois de confiscation des propriétés des minorités. Et donc ensuite, ça a été revendu à un promoteur immobilier. Alors bon, l'histoire est trop longue parce que ça a été revendu à 9 reprises, ce qui fait qu'on s'en sortait plus, on savait plus qui était le vrai propriétaire, il fallait faire rentrer dans des tracasseries administratives pas possibles.
Finalement, les jeunes, quand ils ont vu arriver les bulldozers pour détruire ce qui restait de ce camp armène, eh bien, ils ont dit, on reste là, on monte la garde et on laisse pas détruire ce lieu symbolique. Donc 24 heures sur 24, des jeunes de l'organisation Nolzartung, soutenus par des jeunes Turcs et des jeunes Kurdes, de la société dite civile, celle qui se réveille et qui soutient les revendications attaqués arméniennes. À 2 reprises en pleine nuit par des inconnus et ça a fait des blessés aussi. Donc ils ont quand même dans cette Turquie où il y a tout de même, il faut le rappeler, toujours une sorte de danger. On ne se sent pas en sécurité dans cette Turquie-là. Ces jeunes-là ont pu résister jusqu'au bout, jusqu'au moment où finalement ce fameux propriétaire, promoteur immobilier et le gouvernement se sont entendus à ce qu'on rende ce camp aux Arméniens. C'est-à-dire que l'acte de propriété a été rétrocédé à la fondation protestante arménienne, propriétaire légitimée d'origine de ce camp armène, de cet orphelinat, une victoire de ces jeunes Arméniens qu'il convient de saluer parce qu'en cette année 2015, c'était tout un symbole que de voir ce lieu détruit, ce lieu où Hrant Dink avait été recueilli avec son frère. Et c'est là qu'il avait rencontré son épouse, Raquel Dink, elle-même orpheline. Donc c'était un lieu symbolique à plus d'un titre. Cette année 2015, évidemment, nous avons penser à Hrant Dink, nous allons y penser dans quelques jours car l'anniversaire de son assassinat approche. Et cette année, en 2 mots, il y a eu de nouvelles révélations dans le cadre de l'enquête qui se poursuit. On ne le savait pas, mais elle se poursuit. Rien n'est terminé. Et il y a à l'heure actuelle 26 officiers de police turcs qui sont inculpés, qui vont être traduits en justice, non pas uniquement pour avoir, par négligence, permis l'assassinat, non pas parce que ils ont omis de signaler des écoutes téléphoniques ou parce qu'ils savaient mais qu'ils ont laissé faire. Non, pour implication dans un groupe terroriste, pour meurtre. Donc ils sont vraiment, là, cette fois-ci, passibles de peine de prison. La famille de Hrant Dink s'est félicitée de ces inculpations. Pour une fois, on a l'impression qu'on a envie d'aller au bout de cette enquête sur l'assassinat de Hrant Dink. Alors pour la Turquie, un autre événement marquant, l'entrée au Parlement turc de 3 députés arméniens, Garopaylan pour le HDP, le parti pro-kurde, de Selina Demirtas, Selina Dogan du parti centriste CHP et on va le citer quand même, Markare Sayan, élu sous les couleurs de l'AKP d'Erdogan. Alors, un événement. C'est un événement. Ils sont entrés au Parlement au mois de juin, quand il y a eu les premières élections législatives de cette année. Mais comme Erdogan n'a pas pu constituer une majorité, c'était une défaite, et une grande victoire pour le parti pro-kurde. Mais il y a eu ces attentats avec une centaine de morts en Turquie, les 2 bombes qui ont explosé en même temps pendant une manifestation de paix pour la paix. Il y a eu dans le sud-est, dans les régions kurdes de la Turquie, on est dans un état de guerre. Encore aujourd'hui, il y a à Diyarbakir et partout. Oui, partout. Donc il y a un vrai état de guerre. Il y a eu plus de 500 morts. Aussi bien dans les rangs de la police et de l'armée turque que dans les rangs des combattants kurdes et des civils, bien entendu. Aujourd'hui, à cause de ça, donc Erdogan a réussi à créer un climat de peur dans le pays et en guise de pour avoir une sorte de stabilité que la Turquie a toujours connue ces dernières décennies, eh bien, les gens ont dû voter pour Erdogan. C'était son défi. Il l'a gagné. Il a pu constituer une majorité. Et aujourd'hui, avec 13 députés supplémentaires qu'il va certainement pouvoir convaincre, il va aussi pouvoir mettre en avant sa réforme constitutionnelle pour mettre en place un régime ultra-présidentiel dont il sera le chef d'orchestre. Donc, exactement la situation inverse de l'Arménie. Tout à fait. C'est l'inverse, donc récupération des pleins pouvoirs pour le président turc qui aujourd'hui n'est pas l'homme fort du pays.
Enfin, avec Erdogan, c'est l'homme fort du pays, mais dans les textes, ce n'est pas le cas. Donc, félicitations à ces 3 élus arméniens et félicitations d'autant plus à Garo Paylan qui, il y a quelques jours, quelques heures après l'assassinat d'un avocat kurde, est monté à la tribune de l'Assemblée nationale turque et a ouvert son discours en disant « Parevtses », ce qui était symboliquement très émouvant, très très fort. Donc bravo à Garo Paylan qu'on a eu l'occasion d'interviewer et d'entendre. Et quel affront. Et quel affront. Donc toutes nos félicitations pour ces réussites en Turquie, à ces jeunes de Nolzartonk et à ces élus arméniens. Passons maintenant, on approche de la fin de cette émission avec une des pages les plus difficiles de cette rétrospective, puisqu'on va parler de la Syrie, des Arméniens de Syrie tout particulièrement. Alors aujourd'hui en Arménie, 15 000 Arméniens de Syrie auraient trouvé refuge, 15 000, 20 000 sont, on va dire, sauvés, mais dans des conditions économiques que l'on peut imaginer assez difficiles. Ils tentent de refaire leur vie. D'autres ont été tués tout au long de cette année 2015 à Alep, dans différents endroits. Il y a eu comme ça, ici et là, des décès dus à l'avancée des djihadistes ou à des combats menés contre les forces loyalistes à Alep. Et il y a eu aussi le décès de ces 4 Arméniens lors d'une tentative de traversée pour rejoindre la Grèce. Tous les jours, nous entendons parler de ces naufrages d'embarcations de fortune où des dizaines et des dizaines de réfugiés s'entassent en enrichissant les passeurs turcs, il faut le dire, qui permettent ces traversées. Tous les jours, des enfants meurent et cette fois, eh bien, ce sont 4 Arméniens qui ont trouvé la mort au cours de ce naufrage. D'un naufrage, parmi les 4 personnes, il y avait un enfant de 10 ans et une jeune fille de 19 ans qui, elle, a nagé pendant 4 heures et a pu rejoindre la côte turque. Elle est revenue au point de départ. Donc il était important, en cette année 2015, en cette fin d'année 2015, de rappeler que nos compatriotes arméniens de Syrie vivent dans des conditions très difficiles. Et au Canada, des quelques centaines d'entre eux ont pu être accueillis dans des conditions exceptionnelles, puisque le gouvernement canadien met en place un système d'accueil de parrainage. Et ce sont des Arméniens qui proposent de parrainer des Arméniens de Syrie. Donc ils arrivent et ils sont immédiatement pris en charge. Donc c'est une bouffée d'espoir de voir ce qui se passe au Canada par rapport à ce qui se passe ailleurs. Oui, mais il faut quand même d'abord penser à ceux qui sont sur place, à Alep. Hier, avant-hier, il y avait encore des bombardements dans les zones à habitation. Donc la situation est vraiment extrêmement difficile. On est en plein hiver, c'est un hiver rude à Alep. Si on n'a pas d'électricité, si on n'a pas des moyens pour se chauffer, c'est une catastrophe. Parfois, il n'y a pas d'eau potable. En parlant avec les Arméniens d'Alep, tout va très bien. C'est-à-dire, ils ont presque, je dirais, ils sont habitués à cette situation maintenant. Ils vivent cette situation. Ils n'ont pas le choix de toute façon. Ils sont fatalistes. Ils sont fatalistes, mais c'est peut-être c'est comme ça que ça se passe quand on est à l'intérieur d'une situation de guerre. Mais nous, il faut qu'on ait une pensée pour eux. C'est incroyable. Alors, de voir que nos compatriotes... Plus qu'une pensée, moi j'invite tous nos auditeurs à se tourner vers les organisations qui collectent des dons pour la Syrie, quelle qu'elle soit. On va citer le Fonds arménien qui a lancé une collecte. Il y a également Shen qui donne une partie de ses fonds à la Syrie. Il y a également l'UGAB international et la Croix-Bleue qui donc propose de collecter des dons, que ce soit pour des opérations ponctuelles ou tout au long de l'année. N'hésitez pas à envoyer vos dons à ces organisations. L'argent est indispensable pour la survie aujourd'hui en Syrie. Alors passons à quelques petits événements plus anecdotique, j'ai envie de dire, à l'échelle internationale, mais très très important pour la communauté arménienne de France, à savoir l'inauguration de l'école Kevor Karabian Saint-Mesroub d'Alfortville. C'était le 4 juillet. C'était le 4 juillet, c'est quand même l'année du centenaire, et quand on pense qu'on a voulu nous éradiquer, quand on a voulu nous effacer
de la surface de la Terre. Aujourd'hui, 100 ans après, non pas à Constantinople, non pas à Adana, non pas à Yerevan, mais à Alfortville, on construit, on reconstruit, on élargit, on agrandit une école arménienne et on ouvre un collège. C'est quand même assez extraordinaire. L'école d'Alfortville est pleine à craquer, il n'y a pas de place. Donc là, un collège qui s'ouvre. Quand on voit que l'école d'Issy-les-Moulineaux rejoint le réseau des écoles à Mascaïne, quand on voit les efforts de l'école de Brotasser pour aller... Avec sa nouvelle maternelle aussi, qui a été inaugurée cette année 2015. Et l'école, c'est la base de tout. C'est nos enfants, c'est notre avenir, c'est les leaders de demain, c'est les Arméniens. L'école Hrant-Dink d'Arnouville aussi. Tout à fait, qui malgré toutes ces difficultés... Beaucoup de difficultés. Continue et qui a besoin aussi de notre aide. On parlait tout à l'heure de la Syrie. Tout est important. Oui. Il y a des priorités, bien entendu, mais tout est important. On voit, voilà, donc le système scolaire arménien, on peut faire toujours plus, mais vous avez raison de signaler cette ouverture de l'école, du collège. Oui, du collège, de l'établissement scolaire, puisque c'est primaire et collège. Alors, absolument pas anecdotique, évidemment, c'était sur le... Voilà, dans la dimension internationale de cette année 2015, on revenait à Alfortville, à un événement plus communautaire, mais très très important, vous l'avez dit, pour symboliquement montrer que les Arméniens sont toujours là en cette année 2015. Alors 2 films ont marqué cette année 2015 alors, dans le monde et en France, mais en France, on ne veut pas s'empêcher de noter la concomitance des sorties de ces 2 films, à savoir The Cut et Une histoire de fou, qui sont sortis tous les 2 au lendemain d'attentats sanglants qui ont ensanglanté la France. The Cut est sorti au lendemain de l'attentat de Charlie Hebdo, oui. Et Une histoire de fou est sorti le lendemain, dans la semaine qui a marqué, dans les jours qui ont précédé, 2 jours avant les attentats du 13 novembre. 2 films très importants pour les Arméniens qui, malheureusement, ont eu une durée de vie très limitée et qui ont, en revanche, permis de mettre l'accent sur la question arménienne. The Cut a connu un accueil très favorable. Il a été projeté en Turquie également. C'était le film événement qui a ouvert l'année 2015. Symboliquement, un film réalisé par un Turc, Fatih Akin, qui ouvrait l'année 2015. Le film de Robert Guédiguian, Une histoire de fou, qui terminait l'année 2015. Qu'est-ce qu'on peut en dire, Martin, en 2 mots ? On peut en dire un regret, c'est pour 2015, on pourrait s'attendre à beaucoup plus de films à l'échelle internationale, parce que le cinéma est très important pour véhiculer des messages, c'est aussi de la pédagogie, de dire ce qui s'est passé. 2 films, c'est très peu. Vous l'avez dit, les 2 malheureusement ont eu une durée de vie sur les écrans, oui, en tout cas France, oui. En France très très courte. On pouvait s'attendre à mieux pour 2015. Il y a également un film turc qui est sorti cette année, qui est passé quasi inaperçu parce que très confidentiel, mais réalisé par un Turc et un Arménien. Donc là aussi, on a assisté du côté de la Turquie à un réveil. Par contre, il y a eu quelques documentaires, beaucoup de documentaires sur le génocide à travers le monde. Ce bilan de l'année 2015 se termine. On va, avant de clore cette émission, rendre hommage aux grands disparus de cette année. Donc on a assisté cette année à plusieurs départs. Alpine Missakian, la directrice de publication du journal Harac, qui avait succédé au fondateur, à son père, Shavash Missakian, est décédée cette année. Avec elle, c'est toute une page qui se ferme définitivement. Également le décès de Kirk Kerkorian, le milliardaire américain qui a permis de financer des travaux gigantesques en Arménie, qui a contribué à la rénovation du centre de Yerevan, qui a aidé à l'implantation de nombreuses infrastructures. Enfin, la liste serait trop longue. Disparition également du grand violoniste Jean Termergarian, que certains d'entre vous ont pu apprécier et qui n'était pas très connu, pas très médiatisé, mais c'était un des plus grands violonistes de son temps. Il vivait en France, c'est un Arménien de France.
on ne peut pas ne pas signaler la disparition de Nerses Bedros XIX en ce lendemain de Noël, donc le patriarche des Arméniens catholiques, auquel a succédé le Monseigneur Gabroyan, voilà. Que beaucoup en France, voilà, le patriarche des Arméniens de France. Et pour terminer cette triste liste, une pensée très émue pour notre ami Valoujane Artin, qui est décédé au mois de mai de cette année 2015 des suites d'un accident. Valoujane Artin, qui était l'âme de l'association ARAM, et non pas ARAM, mais ARAM, Association pour la recherche et l'archivage de la mémoire, association marseillaise créée par son père, Garbis Artin. Et pour clore cette émission, un hommage, une pensée à Valoujane, qui nous a quittés brutalement cette année. Un dernier mot, Vartan ? Alors, un dernier mot, c'est, si vous voulez, c'est un hommage à nos soldats. Moi, je pense à eux parce que c'est eux qui nous protègent aujourd'hui. Là, nous sommes dans des célébrations, on fait la fête. Eux, ils sont à la frontière. Ils s'attendent à tout moment à ce qu'un sniper azéri leur tire dessus. Ils sont là pour nous défendre. Pour nous défendre, nous qui sommes aussi en France, pour nous défendre, pour défendre cette terre qui a été gagnée pendant 4 années de combat contre un agresseur, contre cet Azerbaïdjan qui rejoint la Turquie dans le déni du génocide d'un côté, mais qui crée un climat mais fou, extraordinairement fou, de haine anti-arménienne dans les écoles, dans les établissements, dans les rues. S'il y a un État aujourd'hui dans lequel l'oxygène est anti-arménien, tout ce qu'on respire est anti-arménien, tout ce qu'on dit est anti-arménien. Dire une parole clémente, apaisante à l'égard des Arméniens serait un crime dans ce pays. Être arménien serait un signe d'être un espion de l'État arménien dans ce pays. On est face à un État vraiment fasciste, il faut le dire, et ce sont nos soldats, ces jeunes et moins jeunes, qui nous protègent, qui protègent l'Arménie. Il faut avoir une pensée pour eux, il faut penser à eux, il faut les saluer à 3-4 kilomètres de distance, 1000 kilomètres de distance, oui, là on est un peu loin. Et leur dire merci pour tout ce qu'ils font. Donc une pensée pour ces soldats, pour tous ces jeunes qui défendent les libertés en Arménie et au Haut-Karabakh, et une pensée pour finir pour toutes ces familles qui ont connu des drames cette année en France, pour toutes ces familles endeuillées suite aux attentats de Paris du 13 novembre, car nous sommes ici, en France. Et il importait de terminer aussi en n'oubliant pas que nous vivons dans cette société française qui a été endeuillée par ces attentats du 13 novembre. Voilà, pour la dernière émission de cette année, pour le dernier Carte sur table de cette année 2015. Par avance, on vous souhaite de bonnes fêtes déjà, et puis une bonne année. Et on vous retrouve le 2 janvier pour l'année 2016, le premier Carte sur table de l'année 2016, Vartan. Merci Asmik. Merci Vartan. Au Merci revoir. aux auditeurs. Merci à nos auditeurs. Au revoir. Carte sur table. Une émission proposée par Hype FM.